France Inter. Bonsoir, bienvenue à tous. 2 heures encore devant nous pour comprendre l'Amérique qui vote mardi. Nous étions hier en Pennsylvanie ensemble, l'un des États vers lequel tous les regards sont tournés. Ce soir, nous sommes à Washington. Et nous avons choisi de commencer cette émission devant le grand escalier et les colonnes majestueuses de la Cour suprême. Vous allez vite comprendre pourquoi. Générique. We are live in Detroit, Michigan. Here in Pennsylvania. America is watching. Radio Texas. The American people deserve so much better. And a race was currently very close. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès. C'est vrai qu'elle est belle, la Cour suprême, symbole du pouvoir judiciaire, cet immense bâtiment à colonnade devant lequel les Américains, depuis quelque temps, manifestent beaucoup. Bonsoir Sébastien Paour. Bonsoir à tous. Notre correspondant à Washington, c'est vous. Vous allez passer ces 2 heures avec nous et c'est avec vous qu'on commence parce que vous en avez fait beaucoup, des manifestations devant ce bâtiment. Et c'est vrai que ce qui se passe à l'intérieur commence à inquiéter beaucoup certains Américains. Oui, parce que la Cour suprême, c'est l'institution judiciaire qui décide de tout. Au final, c'est ici que sont tranchées les questions d'immunité du président américain, les questions d'avortement, on va en parler. Tout passe par ici. Même quand une Cour suprême dans un État décide quelque chose, elle peut être contestée ici par la Cour suprême des États-Unis. Alors on va rappeler brièvement 9 juges nommés par les présidents, des juges nommés à vie, ça dit l'importance des choix, et Donald Trump qui en a nommé à lui tout seul pendant son mandat 3. Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Il en a nommé 3, donc il a fait basculer la majorité de cette cour, de ces 9 personnes, 5 hommes et 4 femmes, de 6 juges conservateurs contre 3 progressistes. Et évidemment, maintenant, les décisions de cette cour sont toutes politisées et vont tous dans le sens des républicains et des conservateurs. Alors, il y en a 2 des décisions, 2 des épisodes récents qui ont provoqué la colère, évidemment, chez les démocrates en particulier. Dans le désordre, l'immunité contre Donald Trump. Et texto, je vais ouvrir les guillemets, ça dit « immunité absolue contre les poursuites pénales pour les actes officiels qu'il a commis pendant son mandat ». Et puis bien sûr, il y a ce qu'on appelle la décision Dobbs ici, qui est sur l'avortement. L'immunité d'abord, est-ce que ça revient à dire, Sébastien, qu'un président, ce qu'il fait pendant son mandat n'est jamais illégal? C'est ça qu'ils disent les juges? Non, pas exactement. Ils disent il y a une présomption d'immunité pour tous les actes officiels du président. Pour les actes non officiels, il n'y a pas d'immunité. Mais en revanche, pour tout ce qui est officiel, quand il est président en exercice, et ça l'arrange bien, Trump, puisqu'il cherche à gagner du temps depuis des années, il a réussi d'ailleurs, tous ces procès auront lieu après l'élection présidentielle, la plupart les plus importants en tout cas, pour obstruction, pour l'assaut du Capitole, etc., pour avoir emmené les documents classifiés, tout ça sera jugé après. Donc la Cour suprême a tranché, elle dit, ici, un président en exercice, a priori, il est d'abord immunisé. L'autre décision, donc, c'est Dobbs, c'est l'avortement. Ce qu'ont dit les juges, c'est, à partir de maintenant, chaque État a le droit de limiter et même d'interdire l'avortement si elle souhaite le faire. Le droit n'est plus fédéral, il est renvoyé effectivement à chaque État. Et d'ailleurs, depuis, plein d'États ont pris des décisions, une vingtaine au total, des décisions qui vont dans ce sens. Le Missouri a décidé qu'il n'y aurait pas d'exception pour le viol ou pour l'inceste. La Floride a ramené le droit à l'avortement interdit au-delà de 6 semaines de grossesse, et il y a plein de décisions comme ça dans la plupart des États. Et d'ailleurs, mardi prochain, pour l'élection, il y aura aussi des référendums dans une dizaine d'États qui décideront, qui demanderont aux électeurs américains non seulement d'élire leur président et certains de leurs représentants au Sénat ou à la Chambre, mais aussi de décider de référendums pour, par exemple, inscrire la question de l'avortement dans la Constitution. C'est le cas dans le Colorado. Alors Sébastien, je voudrais qu'on se tourne un peu. La Cour suprême, elle est là. On est tout au bout du mall, en fait. Quand on est à la Cour suprême, grande esplanade, grande étendue, qui commence juste là. Ce qu'on voit évidemment, c'est le Capitole. Alors nous, de là où nous sommes, nous le voyons de dos. Derrière, le joli dôme blanc. Magnifique dôme. Derrière, la vue, c'est la vue que tout le monde connaît avec le Washington Monument, le Grand Obélisque, etc. Un peu sur le côté, la Maison Blanche, qu'on voit pas quand on est sur le mall. Il faut un petit peu bouger sur la gauche, je crois. Enfin, ça dépend, vous me direz par où on regarde le Capitole. Tout ça dans la même zone, en tout cas. Dans le tout centre ça est de dans la même Washington. zone, et ça aussi, ça compte, parce que ce dont on se souvient aussi et qui pèse sur cette élection, c'est ici, ce Capitole qui a été envahi le 6 janvier 2021. Vous y étiez, Sébastien, ces images hallucinantes, on s'en souvient encore très bien. Oui, et j'en ai des frissons rien que d'y repenser, parce que honnêtement, quand j'étais là, le 6 janvier 2021, je me suis dit, faut imaginer ça, à Paris, l'Assemblée nationale, envahie, les vitres de l'Assemblée cassées, les grilles escaladées, et des gens qui rentrent, qui vont s'installer au bureau de Gérard Larcher, président du Sénat, ou la même chose à l'Assemblée. C'est ce qui s'est passé ici, avec des centaines
de représentants, de manifestants, de sympathisants de Donald Trump avec leurs drapeaux, leurs chapeaux, leurs casquettes, parfois dans une ambiance bon enfant, mais aussi avec des milices comme les Proud Boys, les autres skippers qui étaient ici. Au final, il y a eu 1300 arrestations, la moitié ont été condamnés, certains sont en prison pour des peines longues. Donc ce qui s'est passé ici était une véritable insurrection. Et moi ici, j'ai pas eu peur, mais j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose de très important pour la démocratie américaine. Et il en reste évidemment des traces dans l'Amérique de 2024, dans le cycle électoral qui est en cours ici. Bien sûr, alors là on le voit pas de ce côté-là du Capitole, mais de l'autre côté il y a des grilles qui sont déjà installées autour du Capitole. Y avait-il des élections présidentielles auparavant, avant le 6 janvier 2021, où on barricadait le mall? Je n'en suis pas sûr. Autour de certains bureaux de vote, on poste des snipers sur les toits dans certains États, notamment en Arizona. Et en Pennsylvanie, où nous étions. Et en Pennsylvanie, vous y étiez. On met des films transparents pour éviter les éclats en cas d'explosion sur des bureaux de vote ou sur des lieux où on va dépouiller les bulletins. Donc tout cela, ce sont des conséquences du 6 janvier 2021. Le fameux discours de Donald Trump qui envoie, si je puis dire, tous ces gens vers le Capitole, ça se passe où ? En bas, juste devant le... Alors, faut marcher un petit peu. Le mall, c'est quand même une longue étendue. Le jardin de l'Ellipse, entre la Maison Blanche et le mall, entre le Capitole et la Maison Blanche. Il est là, il fait son discours et c'est ici que Kamala Harris en a fait un aussi symboliquement à une semaine de l'élection pour montrer qu'elle est dans le contraste avec son adversaire républicain. Alors, Sébastien, vous nous l'avez dit, il en reste tellement de traces que les plus fervents supporters de Trump pensent encore que l'élection de 2020 leur a été volée. Il faut pas aller chercher bien loin, il suffit de passer en Virginie, d'ici à Washington, on passe le Key Bridge et puis on roule 3-4 heures, à peine plus, pour se retrouver dans une ville qui s'appelle Boonville, en Virginie, donc une boutique entièrement dédiée à Donald Trump, et c'est Hélène Chevalier qui nous raconte. Hey, welcome to the Trump store. Confortablement assis à l'entrée de son magasin, Whitey alpague les clients et même les voitures qui passent. J'ai toutes les nouveautés. Tout ce qui est Trump, je l'ai. Comme son magasin, le patron est difficile à louper. Avec son grand chapeau en osier, son t-shirt étoilé et ses baskets rouges Trump, il a ouvert il y a 4 ans, 2 mois avant la précédente élection. Ils l'ont volé. Ouais, un gros vol. Partout, ils ont arrêté le vote parce que les ordinateurs ne fonctionnaient pas, le chauffage ne fonctionnait pas. Ils ont transporté des bulletins en plus. En Pennsylvanie, il y avait plus de bulletins de vote que d'électeurs. Et vous avez des preuves ? Tout comme dans le Wisconsin. Bien sûr, ils ont des preuves. Ils ont plein de preuves. C'est juste qu'il n'a pas le pouvoir. Ils vont payer pour ça. Vous allez voir, ils vont payer. Scott, un client intervient. Si Trump ne gagne pas, je ne voterai plus jamais. C'est truqué. Avec sa femme, ils ont fait 1h30 de route pour acheter un mini Trump en pierre, sorte de nain de jardin pour mettre sur leur pelouse. Lui est persuadé que la fraude continue. Hier, j'ai vu aux informations que l'on avait trouvé certains des bulletins de vote anticipés. Quelqu'un avait parcouru tout un quartier, les avait volés dans les boîtes aux lettres et les avait jetés à la poubelle. C'était hier sur YouTube. Dans ce contexte, que se passera-t-il si Trump est déclaré perdant ? Assis devant leur petite maison décrépite, Jean et Flacco ont une vue imprenable sur le Trump Store. Les deux amis s'attendent au pire. J'entends beaucoup de gens dire que si Trump ne gagne pas, il faut acheter beaucoup d'armes. Ça ressemble à une menace. Nous sommes pacifiques, mais on n'aura pas le choix. Ouais, c'est pour ça qu'on vote pour lui. On ne veut pas de problème, madame. On ne veut pas de problème ici. Car si le candidat républicain se prépare déjà à une bataille juridique, le gérant du Trump Store l'affirme, elle n'aura pas lieu que dans les tribunaux. J'espère que ce sera la guerre civile. On va aller chez les gens qui ont des pancartes Harris Walls et les rassembler. Tous les gens que je connais achètent des munitions. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont prêts. Il y a déjà assez de munitions pour commencer 2 guerres. Pas une, mais 2. Ces idiots n'ont pas d'armes. Nous avons toutes les armes et les munitions. Whitey termine en reprenant les mots prononcés par Donald Trump juste après sa tentative d'assassinat. Sébastien, il y a forcément une part de provocation dans ce que nous disent ces gens. Peut-être d'ailleurs spécifiquement devant la presse étrangère, devant la presse française, mais ils existent ces gens-là, on les invente pas, il y en a ici. On les croise tous les jours dans les meetings de Donald Trump, pas forcément dans cette ville, ici à Washington, 93% démocrates, mais évidemment dans tous les meetings, ils sont là, ils y croient et ils sont derrière leur gourou. Trump, c'est un gourou pour eux. France Inter. 18-20 spéciale élection américaine. En direct de Washington. Voilà, c'est la magie de la radio. Nous voici maintenant dans le centre-ville de Washington, dans un bar de la 14e rue, juste à côté d'Hugh Street. C'est l'une des rues où on sort à Washington. Pour la petite histoire, c'est l'ancien quartier noir. Il est resté pour devenir surtout un endroit très branché, un peu orange aussi, puisque c'est Halloween aujourd'hui. Donc on voit passer des citrouilles, c'est normal. Nous sommes au Boys and Poets qui nous accueillent et qu'on remercie. Et nos invités autour de la table et qui viennent d'arriver. Il y a d'abord Michael Sorkin, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes politologue et chercheur, vous êtes directeur des programmes à Global 40 North Strategy, qui est une entreprise de consulting. Et il y a Eric Lissan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes ancien procureur fédéral, analyste juridique et vous êtes aussi contributeur chez nos amis de France 24. Je vais commencer avec vous, avec votre casquette d'avocat et aussi de procureur. Le thème de notre émission ce soir, c'est une démocratie en danger ou pas. Ce qu'on a vu le 6 janvier surtout, c'est une transition démocratique qui normalement est très ritualisée aux États-Unis et qui se grippe. C'est ça qui est toujours très inédit. Est-ce que pour vous aussi ça reste une crainte ? Oh oui, bien sûr. Et ça a déjà existé comme ça pendant des années et des années. On peut le dire depuis même 2015, le jour que Trump est descendu dans cet escalier pour annoncer sa candidature, les choses ont vraiment changé, surtout après l'élection de 2016 où, contre tous les côtes, il a gagné, même d'une façon qui reste controversée. Mm-hmm. Et après, il y a eu évidemment l'élection de 2020 que Biden a très clairement gagné, mais toujours Trump pousse l'idée qu'il y a eu quelque chose de truqué avec ça. Et derrière tout, il y a des notions de violence et Trump lui-même est très clair sur ces idées et qui sont tout à fait antidémocratiques. Donc oui, c'est une transition très marquée. Surtout dans ma vie, on n'a jamais vécu quelque chose comme ça, mais je crois que depuis même la guerre de sécession, la guerre civile, on dit en anglais, on n'a pas vu un tel risque aux façons dans laquelle le gouvernement travaille, pour dire le minimum. Là. Et peut-être une atmosphère, effectivement, on l'a bien senti, Michael Sorkin, qui est une atmosphère très tendue. Partout, il y a des histoires comme celle qu'on vient d'entendre, mais cette élection sera de toute façon truquée, la tricherie est en cours, on l'a vu, je l'ai vu sur YouTube. Il faut pas oublier aussi que ça fait partie de la narrative des Républicains, ça fait partie de la narrative de Donald Trump, d'arriver de toute façon avant le vote avec ce discours-là. On n'est pas très étonné, quoi. Oui, non, ce n'était jamais fait partie du narrative de la partie républicaine jusqu'à cette époque de Trump. Donc c'est Trump qui a vraiment pris en otage toute la partie républicaine. Donc il y a 20 ans, on n'a jamais entendu parler de ça. Bush, ou même dans le dispute entre Bush et Gore, il y a cette fameuse histoire avec les Tchad, avec il faut faire les bulletins qu'on a racontés en Floride. Oui, voilà. Donc personne parlait du trucage, de tricher. Il n'y avait pas du tout des accusations de cette manière. Tout se déroulait d'une façon incroyablement pacifique. C'est vraiment très bien. Mais c'est Bush, c'est Trump qui a inséré dans le discours américain et dans la mentalité américaine cette questionnement de la crédibilité de tout le processus électoral et ce qui me fait très peur, enfin il y a beaucoup de choses qui me font peur, c'est le fait que même après Trump, je ne sais pas si ce serait possible de rentrer ce discours, de nettoyer le discours américain de cette remettre le génie dans la bouteille comme ça. Voilà, vous dites que maintenant, ce discours-là, il est ancré et on risque de le garder bien longtemps. La crainte que cette élection se termine finalement devant la Cour suprême où nous étions il y a très peu de temps. Vous avez cette crainte-là, Eric Lissan, qu'à la fin, le juge de paix, effectivement, ce soit cette Cour suprême et on sait effectivement comment elle est partagée? Oui, et pour la première fois dans ma vie, mais je crois que presque dans l'histoire de le pays, il y a pas vraiment de confidence dans la Cour suprême. De confiance, au niveau de public, parce que de toute façon, c'est toujours un tribunal qui doit avoir une certaine notion de légitimité, parce qu'ils n'ont pas de mesures de force. Ils ont toujours eu ça, mais aujourd'hui, c'est quasiment perdu. Il y a eu énormément de choses qui sont passées. Il y a des juges qui sont là avec des conflits des conflits d'intérêts à l'intérieur même de la Cour, effectivement. Oui, c'est des choses très graves, et le Congrès a rien fait. Normalement, c'est le rôle. Les procureurs a rien fait, et là, il reste presque incontournable. Et il n'y aura pas du tout de confiance de n'importe quelle position qui est prise par le Cour suprême. Il n'y aura pas de confiance de la public derrière. Donc alors, ça reste très tendu. Ce manque de confiance, il y a un chiffre qui le dit, et qui est un chiffre très récent. 87% des Américains pensent que la Cour suprême ne devrait pas faire entrer de vision politique dans ses décisions. Et pourtant, effectivement, c'est bien la crainte. Et pourtant, également, toute une partie de l'Amérique ultra-conservatrice a placé ses espoirs
pouvoir dans des décisions partisanes de la Cour. Et surtout, s'agissant de l'avortement, le thème que les démocrates, évidemment, ont beaucoup développé pendant cette campagne. Côté ultra-conservateur, on attend le pas de plus, donc une interdiction fédérale. Nous allons en Géorgie pour comprendre ce que ça veut dire avec Claude Guibal, 2 pasteurs et leur congrégation. À l'église baptiste de Clayton, lorsqu'on regarde par la fenêtre, on voit à l'horizon la chaîne des Appalaches et sur les pick-up qui descendent la route, des drapeaux confédérés, souvenir de la guerre de sécession, devenu un signe de l'extrême droite dans ce comté où 90% de la population est blanche. Clayton, c'est la Géorgie rurale. Beaucoup de gens vivent ici de génération en génération. Dans cette ville de 2000 habitants, le pasteur Cliff Lewis se sent en phase avec la population. Nous avons été éduqués dans les valeurs judéo-chrétiennes fondamentales. Et alors que le reste de l'Amérique devient ouvertement opposé aux valeurs chrétiennes ou traditionnelles, les personnes qui défendent toujours ces valeurs ont vraiment du mal. Et ici, depuis le début de la campagne, raconte l'autre pasteur, Will Griffin, certains paroissiens s'interrogent. La principale question pour les gens d'ici, c'est l'avortement. Vous savez, l'avortement est un meurtre. Il y a une candidate qui s'est prononcée fortement en faveur de l'avortement et l'autre candidat se fait plus discret. Et pour nous, c'est un énorme problème. Ce candidat discret, c'est Donald Trump. Donald Trump qui n'est plus aussi radical sur l'avortement qu'avant, et cela, Cliff Lewis a du mal à lui pardonner. C'est décevant. De nombreux politiciens font des calculs politiques. On est à un point de rupture. Pour les plus conservateurs d'entre nous, lorsque nous les voyons céder du terrain sur des questions sociétales très importantes. Il y pense tout le temps, Cliff Lewis, quand il chante la gloire de Dieu, quand il prie, quand il prêche. Vous savez, avec ma famille et ma femme, on doit se poser la question. Faut-il prendre position dès maintenant et dire, si vous continuez comme ça, nous ne voterons pas pour vous, ou nous battre pour cela plus tard, une fois élu président? C'est un calcul difficile. Un calcul auquel l'autre pasteur, Will Griffin, a lui aussi réfléchi. Nous avons un droit constitutionnel et nous devrions exercer cette liberté de vote. En fait, choisir de ne pas voter, ça revient à voter quand même. Alors pourquoi ne pas voter pour celui qui, selon vous, reste le meilleur candidat? France Inter, le 18-20 spécial élection américaine, en direct de Washington. Michael Shurkin, quand on entend ces gens, on est dans une droite très très dure, on est dans la droite très chrétienne. Qu'est-ce qu'il en fait, Donald Trump, de cette droite ultra? Est-ce qu'elle lui est acquise de toute façon? Est-ce qu'il faut encore lui donner des gages? Est-ce qu'il est dans la main de ces gens-là? Qu'est-ce que vous en dites? C'est difficile à dire. Écoutez, dans ma vie professionnelle, je passe beaucoup de temps en analysant la politique d'ailleurs. J'ai fait des rapports sur la politique africaine. J'explique pourquoi les Sahéliens s'intéressent à la Russie ou même la politique française, etc. Mais quand j'écoute des Américains comme ça qui parlent d'une telle manière, mes capacités intellectuelles et analytiques me font défaut. C'est vrai. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être vous avez du mal à lire votre propre pays aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais il faut comprendre aussi que dans ce pays, il y a une diversité absolument énorme. Et c'est difficile. C'est quelque chose que souvent les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre. Je pense souvent à l'expérience que j'ai eue au lycée. J'ai grandi dans le banlieue assez prospère de la Philadelphie, donc en Pennsylvanie. Oui. Et donc les bourgeois, les bobos même. Et puis au lycée, j'ai fait partie d'un programme agricole. J'ai passé un été dans une école agricole au centre du pays. C'était un truc de l'État et c'était sympa. Mais on a recruté des étudiants de tous les comtés de la Pennsylvanie. Et là, j'ai été avec des Pennsylvaniens qui venaient d'ailleurs, qui vivaient des vies ailleurs. Et le premier dimanche, je me suis levé, je me demandais, mais où se trouve tout le monde? Tout le monde est allé à l'église, mais des églises différentes. Mais j'ai bien compris, je me sentais comme j'étais ailleurs, j'étais dans un pays étranger. Un autre pays. Un autre pays. C'était comme ma première fois en France. C'était aussi étrange. À l'intérieur de votre propre pays, le fait est que Eric Lissan, il n'a pas recentré son discours, Donald Trump. Bien au contraire, d'ailleurs, il a même poussé le bouchon.
il a jamais cherché à aller chercher plus au centre ce candidat au cours de cette campagne. Exact. Il a aucun espoir même de retrouver des gens dans le centre. Et ça, il a bien compris pour des gens. Voilà, il est un génie politique. Il y a des consultantes qui lui expliquent tout ça. Mais pour lui, sa force, il comprend que c'est une minorité finalement des électeurs, une minorité des Américains qui peut lui soutenir. Mais quand même, c'est une minorité assez large. Donc la force, la vision de succès est de mobiliser ces gens pour qu'ils tiennent toujours une grande partie d'eux, leur enthousiasme pour lui voter et même pour lui soutenir à tout prix, même si il raconte des vrais mensonges. Ça veut dire qu'ils voteront en se bouchant le nez, mais ils voteront quand même de toute façon, y compris s'ils ne sont pas aussi excessifs qu'il l'est lui dans ses discours. C'est ça que ça veut dire? Oui, voilà. Il gère une sorte de religion, une culte, et c'est pas si différent que ce qu'on a vu dans des autres pays qui ont malheureusement subi une sorte de dictature, ou même si on voit ce qui se passe en la Russie. Et Trump était très clair, hein, il est une grande fan de Poutine, et on peut dire même, il plus ou moins prend des ordres de lui. Alors, Kamala Harris, elle a été les chercher, ces fameux républicains déçus, ceux qui auraient aimé qu'il y ait un recentrage et puis qui finalement n'a pas eu lieu. Ceux qui ne se reconnaissent pas en Trump, en voici un, et vous allez nous aider à commenter ce qu'il dit. Nous l'avons rencontré en Pennsylvanie, justement, pas très loin de Pittsburgh, et il s'appelle Jim Kelly. Je suis un vrai républicain, version Reagan. J'ai travaillé dans plusieurs de ses administrations et je suis ami avec 3 ou 4 anciens membres de son cabinet. On définit généralement un républicain réganien comme quelqu'un qui croit à la réduction des dépenses du gouvernement en une politique internationale et au bon sens. C'est ce qui semble manquer aujourd'hui au Parti républicain. Ce parti est devenu une secte. La plupart d'entre nous ont le sentiment d'avoir été mis à l'écart par le parti. Et il y a eu un véritable effort de la campagne Harris pour aller chercher des républicains, et ceux de mon espèce ont répondu positivement. Je dois croire à la victoire de Kamala Harris. Tout ce que je lis me dit qu'elle va perdre. Mais mon cerveau politique me dit qu'elle va gagner. Michael Sorkin, moi je voudrais savoir si ce genre d'électeurs, c'est-à-dire Reagan Republican comme il dit, et qui se sont ralliés à Harris, est-ce que c'est une espèce en voie de disparition en fait? Est-ce que ça compte un peu? Est-ce que ça compte pas du tout? Est-ce que c'est marginal? Impossible à savoir. Impossible de savoir s'il y en a beaucoup, s'il y en a suffisamment, s'ils sont vraiment ralliés à Harris, ou si, en fin de compte, ils vont boucher le nez et voter Trump quand même. C'est impossible à savoir, et c'est impossible à savoir combien. Et voilà, donc c'est possible. Et ça va de la tentative de côté Harris de chercher à les recruter. De chercher à les recruter, d'aller même chercher du côté de la famille Cheney. Enfin, alors la fille Cheney, mais lui, Dick Cheney, on sait bien que c'était le vice-président de George Bush. Enfin, c'était quand même un républicain pur sucre. Lui aussi a donné son imprémature à Kamala Harris. Encore une fois, Eric Lissan, est-ce qu'on dit que c'est marginal ça? Est-ce que ces centristes républicains, au fond, elle a réussi à les capter? Alors il y a plusieurs niveaux là. Surtout, il y a un symbolisme qui est très important, qu'il y a des gens qui quand même restent pour une certaine version de l'actualité, des faits, de l'objectivité, même si au niveau politique, ils sont tout à fait contraires. Cheney n'était pas très objectivité des faits non plus. Hein. Les armes de destruction massive, c'était lui. Enfin, c'est juste une parenthèse. Oui, on peut dire ça. Mais malgré tous ces différends-là, lui comme sa fille qui est devenue une figure importante dans la partie républicaine avant d'être expulsée pour pas tenir the big lie, le grand mensonge, au moins il reconnaître qu'il y a quelques règles qu'il faut subir, qui sont même dans la Constitution. Mais ça reste quand même une minorité marginale. Mais si on regarde dans les électeurs du primaire républicain, il y a eu un grand nombre qui ont voté pour Nikki Haley pour cette raison-là, que c'était une alternative
à Trump pour les républicains. Pendant les primaires, effectivement, Nikki Haley qui s'était présentée contre Donald Trump et qui a pu rallier ces gens-là. Il y en a beaucoup aussi qui ont changé leur enregistrement, qui sont devenus indépendants pour pouvoir justement voter en tant qu'indépendants et voter lors des primaires. Voilà, exact. Et c'était un nombre très important. Donc si Harris garde même une grande partie de ses électeurs, elle va gagner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nikki Haley elle-même, maintenant, elle soutient Trump. Donc, il y a toujours ce genre de collaborateurs qui plient le genou devant le pouvoir présumé. Et c'est un autre phénomène de perdre la démocratie. On a compris que la droite ne se recentre pas. Effectivement, la gauche, les démocrates, elles, se recentrent peut-être trop aux yeux de certains. Le symbole de cette difficulté à rassembler à gauche, c'est bien sûr Gaza, ce sont les campus. Il n'y a plus de manifestations aujourd'hui, mais le sujet est très loin d'être épuisé. Et Camille Magnard a traversé les campus de Columbia et de NYU à New York. On commentera ensuite ce qu'il nous dit. Columbia University, dans le nord de Manhattan, un campus prestigieux et barricadé depuis le printemps. Des dizaines de vigiles contrôlent les entrées. Décision politique, selon Will, étudiant solidaire de la cause palestinienne. L'université ne dit pas que c'est pour empêcher le mouvement de soutien aux Palestiniens, mais c'est bien l'effet que ça a. Ils disent qu'une université doit rester neutre, mais c'est faux. Columbia a choisi son camp. Il suffit de voir où va son argent. En avril dernier, le campus de Columbia a été occupé pendant une dizaine de jours par des étudiants qui demandaient à l'université de couper tous ses liens financiers et institutionnels avec Israël. L'administration a fait intervenir la police. Une première dans son histoire, note cette étudiante qui rappelle qu'en 1968, Columbia avait été un haut lieu du refus de la guerre du Vietnam. Columbia a une vraie tradition militante et nos dirigeants s'en vantent. Ils disent qu'ils adorent que leurs étudiants soient engagés, mais apparemment notre liberté d'expression, ils l'aiment seulement dans le passé. L'administration de Columbia n'a pas souhaité répondre à nos questions, pas plus que celle de NYU, New York University, l'autre grand campus de Manhattan. Là encore, cet étudiant français qui nous fait visiter préfère ne pas être identifiable par crainte de représailles. Ça, l'esplanade ici, là, qu'on voit, qui est maintenant couverte de murailles en bois, cette esplanade a été le lieu de la première occupation à NYU. La police a été appelée par l'université le jour même et a désoccupé le soir même. Il y a eu beaucoup d'arrestations, plus d'une centaine en tout cas. Ce jour-là, à Times Square, ils sont plusieurs milliers, dont beaucoup de jeunes à manifester. Parmi les meneurs, cette étudiante de l'université de New York, qui elle aussi reste anonyme. Elle est palestinienne, sa famille est sous les bombes à Gaza, mais depuis que la guerre s'est propagée au Liban, elle note un regain de mobilisation sur les campus new-yorkais. Il y a un courant anti-impérialiste qui s'installe dans les universités. Et le niveau de répression n'y change rien. On l'a vu avec les occupations du printemps. À Columbia, les leaders ont été arrêtés tout de suite. Et le lendemain, il y avait 10 fois plus de gens mobilisés. Une nouvelle génération d'étudiants américains se politise depuis le 7 octobre 2023, mais elle ne se retrouve pas dans l'actuelle campagne présidentielle. Ni Donald Trump, ni Kamala Harris ne remettent en cause le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël et à son droit à se défendre. Et on verra au cours de cette élection, effectivement, Eric Lissan, si ces gens-là, ces jeunes-là se rallient finalement à Kamala Harris. Mais quand je les entends, quand on entend aussi les républicains qu'on a entendus avant, on se dit que, au fond, cette élection, c'est chaque parti qui se bat pour définir qui il est, en fait, réellement, et qui il sera aussi pour l'avenir. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez, votre sentiment? Oui, j'ai constaté exactement ça. Mais il faut dire aussi, il y a énormément de désinformation, disinformation, on dit en anglais, qui est mis dans tout ce débat. Il y a beaucoup des forces de l'extérieur, des forces même de propagande qui viennent de la Russie ou des autres pays, qui tentent de former ce discours dans une façon qui est loin de fait de la réalité. Et ça aussi, et on voit avec Elon Musk par exemple aujourd'hui, il a injecté des millions, il utilise son réseau social pour tout mélanger, et le risque est qu'il y a des gens, surtout des jeunes qui sont pris sur une seule question, qui peut vraiment mal comprendre l'enjeu. Et Trump joue là-dessus, et il veut retirer des électeurs du côté d'Harris, parce que dans une élection très serrée, c'est tout ce qu'il faut peut-être pour gagner dans des États clés. Très serré, comme vous dites. Je lis récemment dans le New York Times qu'il y avait, si on ramène vraiment très très près, à peu près 21 villes, quelle que soit leur taille, qui
peuvent à un moment faire basculer le scrutin, ce qui est quand même terrible à l'échelle d'un pays comme celui-ci. Michael Sorkin, Eric Lissan parlait d'Elon Musk à l'instant. Avant de faire une pause, je voudrais vous parler de l'autre, de Jeff Bezos, du Washington Post, qui cette année, pour la première fois depuis très longtemps, refuse de soutenir un candidat. Qu'est-ce que ça dit de ce pays, cette décision-là, qui a fait beaucoup de bruit? C'est pas problématique parce que on voit qu'il y a des gens qui font des calculs pratiques, des intérêts personnels, des décides que c'est dans leur intérêt de ne prendre pas de position politique. Et ça veut dire pas insulter l'avenir pour Jeff Bezos. Parce qu'il sait que si Trump son vote contre lui, ça va être très problématique pour lui. Amazon peut vraiment souffrir du ressentiment de la part de Trump. Donc tout le monde va aménager ça, tout le monde va être resté sur le bon côté de Trump, tout le monde a peur. Et à mon avis, c'est ça qui explique Bezos. Est-ce que Bezos est de gauche, de droite, je ne sais pas, mais il agit là à la où sont lumière ses intérêts. En fait. C'est ça. Cette discussion, elle continue dans ce 18-20 spécial consacré aux élections américaines. Juste après 19h, ce sera votre tour. Vous poserez les questions que vous souhaitez à nos invités. Faisons une pause. On se retrouve juste après avec la parole d'un des écrivains américains les plus respectés qu'on a voulu partager avec vous. C'est un homme du Sud. À tout de suite. Voici d'abord Frankie Valli and the Four Seasons. I'm begging, put your loving hand out, baby. Begging you, put your loving hand out, baby. Riding high when I was king. Played it hard and fast 'cause I had everything. You walked away, warned me then that easy coming, easy going it would end. I'm begging you, won't you give your hand out, baby? Begging, put your loving hand out, baby. I need you to understand that I tried so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell used to be the shadow of my life is hanging over me. A broken man without a soul, don't even stand a devil's chance to win my soul. Begging you, won't you give your hand out, baby? Begging you, put your loving hand out. Frankie Valli and the Four Seasons dans cette émission spéciale en direct de Washington et du café Boys and Poets sur la 14e rue de Washington. Je voudrais vous faire entendre dans ce 18-20, avant de terminer cette première heure, David Joy, qui est écrivain du Sud des États-Unis, publié chez nous par Sonatine. Il raconte l'Amérique qu'il connaît en Caroline du Nord où il habite. C'est l'Amérique des Appalaches, c'est l'Amérique des déclassés. Très souvent, c'est aussi l'Amérique des suprémacistes blancs. Et comme à Sirius Feld, à qui nous parlions hier, nous lui avons posé cette question rituelle. Est-ce que vous comprenez les électeurs de Donald Trump? D'une certaine manière, je comprends les électeurs de Trump de la même manière que comme on comprenait aussi les électeurs pour ce genre de type dans le 19e siècle. Donc, il y a une longue histoire de la désillusion des travailleurs blancs, de la classe blanche, donc, et on vit toujours dans cette réalité. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vu précisément là où vous vivez des gens se sentir enfin représentés? Au fond, est-ce que c'est ça qu'ils expriment autour de vous?
Je crois que si vous regardez la façon dont la suprématie blanche travaille dans ce pays, fonctionne, elle garde son pouvoir en semant la discorde, la division. Pour l'instant, la suprématie blanche reste l'institution qui détient le pouvoir, mais qui détient le pouvoir à travers le monde entier. Vous savez, j'ai dit et répété que je croyais que l'Amérique était un pays qui a été créé par les suprémacistes blancs. Et la suprématie blanche, c'est pas un phénomène seulement américain. La suprématie blanche est un phénomène mondial de la même manière que le patriarcat est un phénomène global, tout comme le capitalisme est un phénomène mondial. Et je crois que ce qu'on considère, toutes ces institutions du pouvoir, oui, ce sont elles qui gagnent. Vous dites même que ce pays a été fondé effectivement sur le suprémacisme. Vous dites même qu'il a été perpétué par le suprémacisme blanc. Il y a eu un moment, juste après la guerre civile américaine, un très court moment de reconstruction, où il y a eu un tout petit espoir que la classe ouvrière blanche s'allierait avec les Noirs américains qui venaient d'être libérés de l'esclavage. Et à ce moment-là, ils ont choisi de rester divisés. 130 ans plus tard, on est exactement dans la même dynamique. On vit encore dans l'ombre de Jim Crow, c'est-à-dire de la ségrégation. Ça semble être un petit peu différent, mais les structures du pouvoir sont toujours les mêmes. Vous faites référence à la guerre civile. Il y a même des gens aujourd'hui aux États-Unis qui se mettent à reparler, à réemployer les mots de sécession. Guerre civile, ça rentre même dans le vocabulaire. On en a même fait un film qui était une forme de dystopie. Est-ce que vous dites qu'on y est parfois quand vous regardez votre pays à bas bruit? Une guerre civile est-elle en cours à votre avis? Il y a des gens qui ont du plaisir à voir le côté fantasmatique d'une seconde guerre civile américaine. Mais je crois qu'il s'agit de fétichisme ici. L'idée que ces gens-là vont véritablement s'enterrer dans des bunkers et se battre, non, ça me semble marrant, quoi. C'est comique. Parce que je ne peux pas imaginer que ça puisse arriver comme ça. C'est un moment où nous devons lutter pour les choses auxquelles nous croyons. Et je crois qu'une des choses qui peut être dure pour certaines personnes, c'est que ce pourquoi moi je lutte, c'est pas des choses qui m'aideront moi à conserver le pouvoir, parce que moi, j'ai pas grand-chose à perdre si Trump gagne. Moi, je suis un Américain blanc, c'est la chose la plus privilégiée qui soit sur cette terre. Ce pourquoi moi je lutte, c'est pour les groupes marginalisés qui n'ont rien, qui n'ont jamais rien eu et qui continuent de ne rien avoir. Parce que toutes les autres personnes peuvent perdre quelque chose si ce type est élu pour un second mandat. Les femmes vont y perdre. Oui, les gens de couleur vont effectivement y perdre. La communauté LGBTQ+, très certainement, elle va certainement perdre. Les gens qui n'ont pas tellement de privilèges financiers et pas de privilèges de classe comme moi, bien moi, non, on va pas perdre grand-chose là. Et moi, c'est pour ça que je lutte, parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Et les autres, oui, les marginaux, vont perdre quelque chose. Et ce vote n'est pas sans conséquence. Vous dites que vous luttez, David Joyce, c'est quoi votre rôle à votre avis? On les a vus aussi se diviser, les écrivains américains, ceux qui pensent que il faut être activiste. Il y en a même qui arrêtent d'écrire pour être des activistes, d'autres qui ne le font pas. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous sentez votre rôle à vous? Et peut-être précisément d'ailleurs là où vous vivez, en Caroline du Nord, dans le sud des États-Unis et dans cette population-là. Je ne vois pas obligatoirement mon rôle comme activiste, comme militant, mais ce que je voudrais dire, c'est que on n'arrête pas d'entendre des choses comme la culpabilité blanche ou la honte blanche, comme si moi je devais me sentir coupable parce que l'histoire de ce pays et l'histoire de mes ancêtres est ancrée dans le fait que c'était des esclavagistes. Mais moi, je ne me sens pas coupable, je ne me sens pas honteux.
Ce pourquoi je me sentirais honteux et coupable, ce serait que toutes ces années plus tard, d'être quelqu'un qui continue à être un bénéficiaire direct de ces institutions et de me la boucler. Donc, mon boulot, c'est de le dire à haute et intelligible voix, de dire ce que les gens qui se taisent, qui ne disent rien, mais de le dire très fort et à haute voix. France Inter. Le 18-20 spécial élection américaine, en direct de Washington. On s'achemine vers la fin de cette première heure. Avant vos questions au téléphone sonne que l'on attend. Et comme on a beaucoup parlé division dans cette Amérique qui vote mardi, je voudrais vous faire entendre cette histoire parce qu'elle est exemplaire. C'est celle d'un bar qui est tenu par un couple ici, à Washington. Un bar qui voulait que les deux parties se parlent et qu'il a donc affiché sur la porte. Vous allez voir comment ça se termine. Hélène Chevalier a rencontré les propriétaires. Sidney et Drew regardent la devanture toute blanche de leur bar. Le nom de leur établissement, Political Parties, est un peu esselé. Les logos historiques des deux partis, l'éléphant rouge pour les républicains et l'âne bleu pour les démocrates, à l'origine peints de chaque côté, ont disparu. Nous avons reçu beaucoup de commentaires, devrais-je dire des commentaires animés sur l'éléphant rouge. Et lorsque nous avons supprimé l'âne bleu et l'éléphant rouge, nous avons reçu des réactions très similaires de la part de la droite. À savoir, les conservateurs ont vu d'un mauvais œil le retrait de l'éléphant républicain, l'éléphant rouge, de la même manière que nous avons constaté que sa présence était choquante pour le voisinage. Sincèrement, ça a été une leçon à retenir pour Drew et moi, en tant que propriétaires de ce bar. Et franchement, ce que nous voulons, c'est avoir une devanture qui soit accueillante et inclusive et qui ne fasse pas crier les gens. Dans la file d'attente du bar gay qui jouxte le leur, ce client ne crie pas du scandale. Ils méritent que l'on se moque d'eux. C'est embarrassant pour eux, mais je ne pense pas que le logo était blessant. Les deux panneaux pour la candidate démocrate installés depuis peu dans la vitrine ont peut-être aussi calmé les critiques. Le couple l'assume, lui se dit républicain modéré, elle démocrate convaincue. Tous deux voteront pour Kamala Harris. Mais non, le bar n'a pas changé de concept depuis la polémique. Nous sommes un bar bipartisan, pas un bar non partisan. Et il y a une différence très nette. Pas plus tard qu'hier, nous avons reçu un groupe de républicains LGBT dans notre établissement pour un événement spécial. Et effectivement, à l'intérieur du bar, les références aux deux camps n'ont pas été retirées. Nous avons une photo de George Bush, puis juste à côté une photo de Marion Barry, qui était maire démocrate de Washington. Et si Drew considère son bar comme une sorte de paratonnerre, un endroit où toutes les discussions peuvent avoir lieu à partir du moment où elles se font dans le respect, Sidney reconnaît que le climat n'aide pas. Il n'y a aucun doute que Trump a été à l'origine du changement en ce qui concerne le niveau de passion que les gens mettent au service de leur idéologie politique. Mais il y a toujours eu un fossé, franchement, entre les républicains et les démocrates. C'est juste qu'aujourd'hui, ce fossé a atteint un niveau d'animosité vitriol que nous n'avions jamais vu auparavant. C'est quelque chose que l'on doit dépasser et gérer en tant que société. Mais avec cette polémique, le couple aura au moins réussi à mettre les deux camps d'accord sur une chose. Nous avons donc la position peu enviable d'avoir été attaqués des deux côtés. Peu de gens peuvent accomplir cela, pas même Donald Trump. Allez, bipartisan difficile, même ici à Washington, dans la ville monde, c'est comme ça qu'on a commencé l'émission d'hier. On a parlé beaucoup division et réconciliation. Est-ce que vous diriez, ce sera la conclusion avant le téléphone sonne, Eric Lisson, que vous êtes condamné maintenant à être dos à dos plutôt que côte à côte ou pas? Alors, on peut pas vraiment dire l'avenir exactement, mais je crois que si Harris gagne, il y a possibilité de réconciliation. Si Trump gagne, il y aura aucune possibilité de réconciliation à l'intérieur. Allez, le 18-20 spécial élection continue avec vos questions au téléphone sonne juste après le journal de 19h. À tout de suite.